Voilà, lancement de l'initiative européenne d'intervention le 25 juin à 9 pays, dont la France et l'Allemagne. C'est une proposition que j'avais faite à la Sorbonne à l'automne dernier. L'Europe se dote ainsi, par cette nouvelle avancée, d'une capacité stratégique, d'une vraie autonomie stratégique et d'intervention, ce qui fait qu'en un an, l'Europe a avancé en matière de défense comme elle ne l'avait jamais fait depuis les années 50. Jamais. La création d'une coopération structurée, le Fonds européen et maintenant l'initiative européenne d'intervention. Cela permettra une coopération concrète en amont, en matière de planification et d'analyse des menaces notamment, entre les armées les plus engagées et performantes d'Europe. Nous avons pu échanger sur ce point hier avec le secrétaire général de l'OTAN. Toutes ces initiatives européennes s'inscrivent et sont compatibles avec notre engagement dans l'OTAN, mais l'Europe se dote aujourd'hui d'une force en la matière, ce qui n'existait pas jusqu'alors, et ce qui est, à mes yeux, la réponse adéquate à la recomposition géopolitique mondiale, mais également un ciment de la cohésion européenne, là où de trop nombreux pays considéraient que l'Europe n'était pas ce qui les protégeait vraiment. Les choses sont en train, sur ce point, de changer. Deuxièmement, nous avons évoqué aussi le dossier commercial, et je me félicite sur ce point, comme nous l'avions préparé à Sofia, que l'Europe se soit montrée parfaitement ferme et unie face à une inacceptable attaque américaine contre son allié européen. Nous avons rappelé cette fermeté et engagé l'Europe qui ne doit pas rester passive et subir les tensions commerciales dans un agenda de réforme de l'OMC que nous poussons et que nous continuerons à pousser dans les mois qui viennent, notamment dans le cadre du G20. Là aussi, nous avions proposé, il y a quelques mois, une réforme en profondeur de l'OMC pour répondre au dysfonctionnement actuel du multilatéralisme commercial, plutôt qu'à une fracture croissante, qui est aujourd'hui de fait la proposition américaine. Ces propositions de réforme de l'OMC, d'accélération des procédures, de réforme de la procédure de résolution des conflits ont été reprises au niveau européen et seront donc portées dans l'agenda. Nous avons également, dans le domaine du numérique, rappelé la nécessité d'un accord rapide d'ici la fin de l'année, comme le demandent l'Allemagne et la France, sur une juste taxation des grandes entreprises, ainsi que la mise en place d'une agence européenne pour l'innovation de rupture. Ces points sont, à mes yeux, des avancées importantes, parce qu'il y a, dans notre vie politique européenne, et je vais y revenir, des crises, des moments de tension, mais nous ne ferons avancer l'Europe que si nous savons aussi, dans la durée, pousser les projets que d'initiatives nous prenons, et pas simplement répondre aux crises. Sur ces sujets qui sont essentiels pour notre souveraineté militaire, économique, financière, l'Europe continue à avancer, à prendre des décisions utiles, et c'est l'agenda français qui est aussi ici poussé. Nous avons également ce matin discuté du Brexit en présence de Michel Barnier, dont les 27 États membres qui étaient présents ont salué l'excellent travail et l'engagement européen. Avec un message simple, nous ne pouvons plus attendre, et l'accord de retrait qui a bien avancé se heurte à la question irlandaise et doit être finalisé dans quelques semaines d'ici l'automne. Michel Barnier a fait au nom des 27 une proposition raisonnable à cet égard. Il importe désormais de la saisir. Le deuxième grand sujet sur lequel je voulais évidemment revenir et qui a occupé une bonne part de l'actualité européenne, c'est celui des migrations. Nous vivons sur ce sujet, comme nous l'avons vécu sur d'autres il y a quelques années, des temps troublés et de ces moments où l'Europe doit savoir trouver l'unité et l'efficacité. Si nous regardons avec lucidité le sujet des grandes migrations, il a connu une crise réelle autour des années 2015, avec les arrivées massives de personnes exilées, principalement du proche Moyen-Orient, une tension forte avec les arrivées venant par la route de Méditerranée centrale à partir de Mare Nostrum et l'année dernière, et les arrivées premières en Europe se sont fortement réduites. Si je ne prends que la route de Méditerranée centrale, elle s'est réduite de 80% cette année par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a eu déjà un travail, un engagement fort. Je ne mésestime pas la pression migratoire qu'il y a aujourd'hui sur l'Europe, du fait justement de toutes ces arrivées. Et nous avons un peu plus d'1,5 million de personnes qui sont arrivées sur le sol européen depuis le début de cette crise.
Néanmoins, cette situation ne sera pas réglée du jour au lendemain. Et dans la durée, nous continuerons à avoir une pression migratoire compte tenu des inégalités qui existent entre l'Europe et l'Afrique, compte tenu de la dynamique démographique de l'Afrique, compte tenu des zones de conflit diverses et variées en Afrique comme au Proche et Moyen-Orient. Il ne faut donc sur ce sujet céder en rien aux promesses éphémères. En rien. Je sais sur ce sujet combien l'émotion peut nous emporter. Et elle me touche comme vous. Mais l'émotion d'un jour ne doit pas guider une action qui, dans la durée, doit se construire. Cette action dans la durée, à mes yeux, elle doit permettre, premièrement, une Europe à la hauteur de son histoire et de ses valeurs. Il y a des choses sur lesquelles l'Europe ne peut, ne doit compromettre ces grands principes, ceux qui l'ont faite, qui sont, pour ce qui est de la France, dans sa Constitution. Je pense en particulier au droit d'asile, à la protection des femmes et des hommes qui courent un risque vital dans leur pays en raison de leurs opinions religieuses ou politiques, ou compte tenu de la situation de guerre de leur pays. Le droit d'asile, ça n'est pas la totalité du phénomène migratoire. Et il est important de le rappeler. Ça ne veut pas dire accueillir toutes les personnes, quelles que soient les circonstances de leur arrivée. Mais en rien, nous ne devons compromettre sur ce principe. Le deuxième élément qui doit nous guider, c'est l'efficacité. Il y a une cohésion européenne à tenir, et donc une légitime protection de nos frontières, une légitime organisation pour que les cohésions nationales ne cèdent pas et que nous ne laissions monter les peurs et avec elles les extrêmes dans les différents pays européens. Et donc ne céder en rien non plus à des irénismes d'estrade. Nous devons avoir une réponse qui est explicable, acceptable par nos populations. Enfin, c'est l'efficacité qui est indispensable dans la durée pour prévenir ces mouvements et répondre à ce défi. Face à la situation que nous connaissons aujourd'hui, il y avait plusieurs choix. Le choix de politique nationale et de repli nationaliste, il était poussé par certains. Il devait conduire mécaniquement à l'absence d'accord. C'était d'ailleurs la menace réitérée. Et il y avait de l'autre côté le choix de la coopération, d'un travail européen, d'un accord européen pour continuer à avancer. C'est cette seconde voie qui l'a emporté lors de ce Conseil et je m'en réjouis. Nous n'avons pas cédé à la fascination du pire. Nous sommes revenus aux faits, aux éléments indispensables de responsabilité et de solidarité qui doivent continuer à construire notre Europe. Et nous avons pu ainsi bâtir, je crois pouvoir le dire, un accord important qui n'est qu'une étape, reposant sur un agenda complet comme nous l'avions souhaité. Cet accord s'est construit autour de 3 volets. Le volet externe, la protection des frontières et la solidarité interne. Le volet externe faisait partie des propositions de la présidence et a permis d'acter la mise en place de plateformes de débarquement que nous soutenons collectivement et que nous avons d'ailleurs dans les faits déjà pratiquées. C'est exactement ce que la France, avec quelques autres, a pu pratiquer à la fin de l'été dernier en Libye, ce que nous avions aussi pratiqué avec le Niger. Cela suppose l'accord des pays en question, cela suppose un travail important, d'une part avec le HCR et l'OIM, mais également avec l'Union africaine et l'ensemble des parties prenantes. Nous avons su le faire à plusieurs reprises, à la fin de l'été dernier, lors de la crise à l'hiver dernier. Je veux ici saluer le rôle que l'Union africaine avait eu, suite aux images terribles que nous avions vues des camps en Libye. Et c'est donc dans ce cadre que cette proposition est faite. Ces plateformes de débarquement ont un intérêt. Elles permettent de protéger davantage les personnes, puisqu'elles leur évitent de prendre les risques de traverser en particulier de la Méditerranée. Et elles permettent, dans un cadre structuré par le HCR et l'OIM, d'aller apporter la protection et reconnaître, instruire les dossiers de demande d'asile qui peuvent exister en envoyant nos équipes sur place. Il est évident que sur ce sujet, c'est à chaque fois sous l'autorité des pays concernés que la mise en œuvre peut se faire. Sur ce point, nous avons également acté d'un renforcement de nos actions avec les différentes forces de sécurité. Je pense tout particulièrement aux gardes-côtes libyens dans les eaux libyennes, qui continuent à intervenir et qui, depuis 1 an, ont accru leur intervention, ce qui est là aussi une manière efficace
de prévenir des embarcations de fortune et tous les risques pris par certaines personnes et de mieux protéger la frontière commune. Le deuxième axe de nos discussions a été évidemment le renforcement de la frontière commune de l'Europe. Nous avons rappelé déjà dimanche dernier, nous l'avons reconfirmé, notre engagement à, là aussi, accélérer le déploiement de Frontex et de forces supplémentaires. Et nous avons traité longuement du problème des pays de première arrivée. Et sur ce sujet, c'est pour moi aussi l'un des points importants de l'accord qui a été trouvé et qui repose sur une proposition que nous avions faite avec les Espagnols lors de la visite du président Sanchez. De quoi s'agit-il? Depuis le début de la crise politique italienne, la question est posée de savoir si nous pouvons dédouaner un pays de la responsabilité, ce qui n'est pas conforme aux accords de Dublin. Nous avons acté hier que les accords continuaient après à exister et à demeurer, et que la notion de pays de première arrivée ne pouvait être supprimée. Néanmoins, nous apportons une réponse en termes de solidarité à cette responsabilité réaffirmée à travers les centres contrôlés en Europe. Ces centres ont pour intérêt d'aider les pays de première arrivée à organiser avec un financement, une organisation européenne, l'accueil des migrants, l'instruction des dossiers et la reconduite vers leur pays d'origine des personnes qui ne sont pas admises à la protection de l'asile. Aujourd'hui, la charge, de fait, en incombe largement au pays. Le Premier ministre grec s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet très clairement pour dire, et je pense qu'il le redira lui-même avec encore plus de clarté, qu'il était favorable à ce dispositif et qu'il allait l'appliquer. Et quand on voit ce que la Grèce, justement, organise, porte, ces centres répondent à une solidarité nécessaire sans modifier les règles de responsabilité collective. Et c'est une réponse apportée, à mes yeux, à la demande italienne, et c'est un compromis que nous avons trouvé. Nous ne changeons pas les règles du droit international maritime, nous ne changeons pas les règles de responsabilité qui prévalent dans notre droit, mais nous apportons plus de solidarité à travers ces centres contrôlés et également plus d'efficacité pour le retour vers le pays d'origine. Enfin, nous avons relancé les travaux sur le système de Dublin en renforçant la responsabilité des pays d'entrée et la solidarité européenne, en acceptant là aussi à la fois des règles d'enregistrement d'une part et des flexibilités sur les modalités tout en étant ferme sur le principe, mais surtout en réaffirmant un agenda pour finaliser rapidement les directives qui sont aujourd'hui presque prêtes et dans les meilleurs délais, les 7 directives que nous devons conclure. C'est à nos yeux une priorité si nous voulons finaliser l'ensemble des problématiques qui sont les nôtres. Ce sera la réponse la plus efficace. Cet accord, vous le voyez bien, d'une part, permet à l'Europe de ne sortir ni de son rôle, ni de l'histoire. Aurions-nous échoué à trouver un accord ou à préférer des solutions nationales ou décidé de trahir nos principes avec des modalités techniques incompatibles avec ces derniers, c'eût été inacceptable pour la France. Nous avons trouvé un accord qui est conforme à nos valeurs, qui apporte des éléments de réponse en termes de responsabilité et de solidarité et qui nous permet d'avancer. Cet accord est un accord pour construire. Il ne règle en rien à lui seul la crise que nous vivons et qui a des composantes largement politiques, mais il permet de répondre, de continuer à répondre en actes à la crise que nous vivons. Et parce qu'il aborde un agenda complet, externe, protection aux frontières et interne, il permet d'apporter des éléments de réponse aux crises politiques que nous vivons en Italie par rapport au mouvement primaire ou en Allemagne comme dans d'autres pays par rapport au mouvement secondaire. Je pourrais revenir sur ce point en détail en réponse à vos questions si vous le souhaitez, mais je considère que cet accord est une avancée importante et que notre action, puisque c'est désormais le plus important, peut dans ce cadre être tout à la fois efficace et conforme à nos principes. Enfin, nous avons eu une discussion ce matin très importante sur la réforme de la zone euro. Nous avons dégagé dans des conclusions des axes de travail qui se fondent justement sur l'accord franco-allemand de Meseberg et le travail qui en a découlé au niveau de l'Eurogroupe, qui a donné lieu à une lettre du président de l'Eurogroupe, M. Centeno.
Ce travail va s'égrener durant les prochains mois et nous avons demandé au président Tusk de proposer justement au Conseil un calendrier de travail jusqu'à la fin de l'année pour finaliser ces discussions. Ces discussions vont nous permettre d'avancer concrètement avec d'ores et déjà des premières décisions de principe faisant suite à l'accord franco-allemand, d'une part pour finaliser l'union bancaire et son approfondissement, avec, entre autres, la mise en place d'un filet de sécurité qui protégera les entreprises et les épargnants et permettra un meilleur fonctionnement du système financier et bancaire européen, ce qui est indispensable pour une meilleure croissance. Mais d'autre part également, en lançant une nouvelle feuille de route et en ayant une capacité de stabilisation européenne, un vrai budget de la zone euro, avec justement cette fonction de convergence et d'investissement sur la base de la proposition franco-allemande de Meseberg. Nous aurons désormais, durant les semaines et les mois qui viennent, au niveau des ministres de l'économie et des finances et au niveau des chefs d'État et de gouvernement, des discussions qui auront des caractères techniques, mais qui sont à chaque fois éminemment politiques, pour conclure d'ici la fin de l'année ce processus et avancer sur cette finalisation de la zone euro. Je veux ici conclure en saluant l'excellent travail de Jean-Claude Juncker et de Donald Tusk dans ce moment politique difficile et saluer également l'engagement résolu de Boyko Borisov qui a mené la présidence bulgare en préservant notre unité, en permettant des progrès concrets sur le travail détaché, sur le droit d'auteur, en matière de défense, et souhaiter ce même engagement et cette même réussite au chancelier Kurz qui prend le relais dès dimanche. Et je veux enfin saluer ici également l'engagement de la chancelière Merkel, avec qui nous avons construit des avancées historiques à Meseberg le 19 juin dernier, qui ont permis d'avancer et de structurer la discussion sur la zone euro, et avec qui nous avons préparé chaque moment de ce sommet dans ce même esprit européen. Je vous remercie et je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Plateforme de débarquement et de ces centres contrôlés. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où et quand vous espérez les voir s'ouvrir? Est-ce qu'il est concevable, par exemple, qu'un de ces centres puisse s'ouvrir en France? S'agissant des plateformes de débarquement, plusieurs pays, notamment les pays du Maghreb, ont déjà opposé un refus. S'agissant des centres d'accueil, l'Italie dit aujourd'hui, par la voix de son ministre de l'Intérieur, semble-t-il, que ces ports resteront fermés aux ONG au moins tout l'été. Dans ces circonstances, est-ce que vous ne craignez pas que les intentions manifestées aujourd'hui restent comme un vœu pieux? Et sur un sujet connexe, si vous le permettez, le Washington Post rapporte aujourd'hui que lors d'un entretien avec Donald Trump, le président américain, vous aurait demandé si vous étiez prêt à quitter l'Union européenne et vous aurez promis en échange un accord bilatéral plus avantageux. Est-ce que vous confirmez cette proposition et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Bien. D'abord, pour dire les choses, ce ne sont pas simplement des bonnes intentions. C'est un accord formellement agréé par des chefs d'État et de gouvernement. Je vais vous redonner le statut, et qui s'inscrit dans le cadre d'un droit existant. Et donc, il y a sans doute des commentaires partout en Europe, mais je sais que la légitimité démocratique dans chaque pays réside chez les chefs d'État et de gouvernement qui sont autour de la table et qui ont agréé cet accord. Et je sais que notre ordre collectif réside dans un droit européen qui existe, y compris en matière de migration. Et je vais donc revenir sur ces deux points. Sur les plateformes dites de débarquement, et donc qui sont au fond les plateformes proposées par le HCR, nous avons demandé à la Commission de travailler avec le HCR et l'OIM sur ce point. Cela ne peut se faire qu'avec l'accord des pays. La crainte de certains pays est de devenir des centres où vont s'agréger des personnes de toute une région ayant l'espoir de pouvoir obtenir justement un titre ou l'asile. Et donc il y a beaucoup de craintes et elle est légitime. C'est pour ça que moi j'ai toujours été très prudent sur les annonces faites sur ces sujets. Je ne considère pas que ce soit en soi la panacée. Par contre, je pense que dans certains contextes, cela peut avancer. Nous avons, je l'ai déjà dit, travaillé avec le Niger. Au Niger, nous avons créé des mécanismes totalement similaires, avec des résultats et des reconduites vers les pays d'origine, et quelque chose qui a permis de contenir les mouvements vers la Libye. Nous avons réussi, en novembre dernier, sur la base des 9 points décidés à Dakar, à mettre en place de tels centres, et par un travail avec l'OIM et l'Union africaine, à reconduire plusieurs milliers de personnes vers leur pays d'origine en Afrique,
avec un financement européen, une coopération de l'Union africaine. Donc ce ne sont pas des vœux pieux, ça a déjà existé. Mais il faut le faire de manière ponctuelle, avec l'accord des pays, pour prévenir ou répondre à des situations. Mais en aucun cas, nous n'allons agiter ou demander à des pays d'agiter un drapeau en disant « ceci est une plateforme de débarquement », parce que c'est la meilleure façon d'aller en faire un point de fixation. Donc nous actons simplement d'un pragmatisme, d'un principe collectif, d'une volonté de faire ensemble ce que certains ont déjà fait, en particulier la France, l'Italie, l'Allemagne, et de le faire dans un cadre, celui du HCR et de l'OIM. Et j'insiste sur ce point, parce qu'il répond dans le débat européen que nous avons eu ces dernières semaines à des propositions qui étaient inacceptables à nos yeux et que nous avons combattues. Certains voulaient créer des plateformes de débarquement dans des pays tiers, indépendamment de l'accord du HCR et de l'OIM. C'est-à-dire proposer à des pays, en les rémunérant, d'accepter des réfugiés venant d'autres pays ou parfois venant d'Europe. Cette proposition a été discutée et rejetée autour de la table parce qu'elle n'est pas conforme à nos principes. Nous l'avons combattue, j'ai été très clair dès le début. Et le fait d'accepter cette solution externe marque aussi que nous nous inscrivons dans nos principes, que nous voulons aider les pays qui sont eux-mêmes sous pression migratoire, mais que nous le faisons dans le cadre du droit international, du HCR et de l'OIM. Et en aucun cas, les solutions fantaisistes qu'on entend un peu partout en Europe et qui cèdent, qui exploitent plutôt les peurs de nos concitoyens, d'abord, elles ne sont ni faisables, mais elles ne sont pas conformes à nos valeurs. Et tous ceux qui disent « nous allons traiter le problème d'immigration au-delà de nos frontières et nous allons pousser les gens », la belle affaire. Si nous n'avions que des migrations légales, nous pourrions dire cela. Nous parlons de migration illégale. Et donc, comment on les prévient ? Par des stratégies de coopération, ces centres, et par un travail renforcé avec les gardes-côtes, avec les services de protection des 10 pays, sur le mode de l'accord que nous avons eu avec la Turquie ou de celui que nous avons aujourd'hui avec la Libye. Donc voilà le cadre, mais je veux ici le redonner. Ça a une efficacité, elle ne règle pas tous les problèmes, mais elle doit aussi, cette solution doit répondre à des principes clairs. Sur le sujet des centres contrôlés sur le sol de l'Union européenne. Là aussi, il faut être très précis et j'ai essayé de l'être. Cela s'inscrit dans le droit actuel de Dublin et cela s'inscrit dans le droit actuel international. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il y a d'abord des règles internationales, maritimes et humanitaires. Lorsque un bateau est pris en charge en mer, il doit être conduit, lorsqu'il y a un risque humanitaire, vers le port sûr le plus proche. C'est la règle. Elle sera donc respectée, elle doit être respectée. Il y a ensuite des pays qui sont donc des pays de premier accueil en Europe. C'est la règle de par Dublin. Nous l'avons maintenue. Et ces pays ont donc, ce faisant, une responsabilité qui découle de cela. Ces centres d'accueil n'exonèrent en rien cette responsabilité. C'est pour ça que la France, qui n'est pas un pays de première arrivée, compte tenu de sa situation, n'ouvrira pas de centre de ce type. Mais les pays qui aujourd'hui sont des pays de première arrivée et qui portent seuls la charge de ces dites arrivées auront un financement et une solidarité européenne grâce à cette solution, s'ils la souhaitent. Et typiquement, c'est le cas exprimé par la Grèce, et nous verrons ce que l'Italie dit. Après, il appartient à l'Italie de choisir, mais l'Italie sollicitait une solidarité européenne, c'est la réponse en termes de solidarité européenne qui a été apportée. Et c'est une véritable réponse, d'abord en termes de financement et d'organisation, et ensuite parce que depuis ces centres, nous nous engageons collectivement à assurer le retour vers le pays d'origine. Or, le problème aujourd'hui migratoire italien n'est pas un problème essentiellement lié aux arrivées, qui, comme je le disais, ont diminué de 80% par rapport à l'année dernière. C'est le fait que depuis le début de la crise, il y a environ 600 000 étrangers en situation irrégulière et sans perspective d'obtenir l'asile, puisqu'ils ont déjà essuyé un refus, qui résident sur le sol italien sans solution. Et donc, il nous faut avoir une politique de reconduite beaucoup plus efficace, et là aussi avoir une solidarité européenne. Si on regarde factuellement le problème de l'Italie ou des pays de première arrivée, c'est celui-là, et nous y répondons. Mais j'ai pu hier, vous avez vu que ces dernières semaines, j'ai intensifié les contacts avec l'Italie et l'Espagne en tant que pays de première arrivée, et hier, avant de démarrer, avec les pays de Visegrad. Parce que dans les déclarations, il peut y avoir des convergences qui apparaissent, mais la réalité, c'est que leurs intérêts sont strictement contradictoires. Pour les pays dits de Visegrad, il était inacceptable de revenir sur le principe de responsabilité du pays de premier accueil. C'est ce qu'ils ne veulent pas.
Et donc l'accord a été ainsi trouvé et nous avons construit un compromis. Cet accord, au demeurant, je le dis par rapport aux réflexions que vous citiez, a été construit sur la base d'une proposition franco-italienne que nous avons construite hier après-midi et qui a été soumise au début de la discussion hier soir. Enfin, sur les propos rapportés par le Washington Post, je veille scrupuleusement à deux choses. La première, c'est d'abord à ce que les propos qui sont tenus dans des enceintes fermées restent dans des enceintes fermées. Et je pense que c'est jamais bon de les répéter. Et ensuite, c'est de permettre à la presse sérieuse de continuer à être une presse sérieuse et de ne pas tomber dans les débats où certains voudraient l'entraîner. Et je sais que vous avez la même préoccupation. Donc je ne commenterai pas cela. Je sais simplement que l'engagement depuis un peu plus d'un an que je porte pour l'Europe suffit, si une telle question m'avait été posée, à vous laisser imaginer la réponse. Monsieur le Président, David Carretta de Radio Radicale et Radio Italienne. Deux questions, si je peux. La première sur les centres contrôlés. Est-ce que le mécanisme de solidarité que vous avez mis sur papier prévoit aussi une répartition des demandeurs d'asile, des personnes qui ont besoin de protection internationale et si on n'a pas ces centres, on peut avoir ce type de solidarité. Deuxième question, plus générale sur l'Italie. On n'a pas seulement les violations du droit international, et en particulier de la mer. On a la menace de ne pas ratifier l'accord avec le Canada. Vous avez parlé des droits d'auteur, l'opposition à la proposition qui est au Parlement européen, le pacte de stabilité qui risque d'être violé, les sanctions à la Russie avec la demande hier soir de laisser des financements pour les petites et moyennes entreprises de la BIE, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Italie aujourd'hui prenne le chemin pour s'éloigner du cœur de l'Europe? Sur le premier sujet de la solidarité et des centres contrôlés, il est prévu en effet une solidarité pour l'accueil, pour la répartition des personnes qui auront l'asile octroyé et pour la reconduite. Et donc cela suppose en effet des mécanismes d'attribution, de partage de cette charge que représente l'accueil durable. Les modalités en restent à définir et elles seront dans le cadre de ces centres contrôlés sur la base du volontariat. Volontariat, évidemment, pour ouvrir un tel centre et volontariat pour tous les mécanismes qui en découlent. C'est un élément important. Nous avons d'ailleurs su faire preuve d'un tel volontariat encore récemment sur une opération ad hoc qui n'a rien à voir avec ces centres fermés, je pense au Lifeline, où aux côtés de Malte, nous avons su trouver des mécanismes de solidarité agréés entre plusieurs États membres. C'est cette solidarité-là qui prévaut pour les centres fermés. Pour tout le reste, ce sont les mécanismes du droit actuel qui prévalent. Et donc il y a des règles de responsabilité et de solidarité en vertu des accords de Dublin. Et tant qu'ils ne sont pas changés, ils s'appliquent. Ils s'appliquent pour la responsabilité, y compris pour ce qui n'est pas parfait pour certains, puisque la durée de cette responsabilité est limitée à 6 mois, et nous voyons tous qu'il faudrait l'allonger. Mais il faut aussi respecter la solidarité qui va avec nos règles actuelles, et certains qui voudraient s'en affranchir ne peuvent pas s'en affranchir tant que nous n'avons pas réformé totalement Dublin. Donc ce point-là, si vous voulez, n'est pas tranché. Il faut réformer les règles de Dublin pour changer un régime de responsabilité et de solidarité complètement. Mais il apporte une réunion pratique dans le cadre que je viens de décrire. Ensuite, sur l'Italie, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour tous les États membres. L'Italie est un membre fondateur, pas seulement fondamental et essentiel de notre Union européenne. C'est un pays qui croit dans l'Europe, dont la population est attachée à l'idée européenne et à l'ambition européenne, et dont je sais les racines profondes. Et pour moi, c'est un partenaire essentiel. Et donc, je veux continuer à travailler avec l'Italie et trouver les bons accords, parce que le peuple italien le mérite. Et donc, sur chacun de ces sujets, nous continuerons à œuvrer. Sur chacun. Et c'est cet esprit-là que j'ai retrouvé, d'ailleurs, chez le président du Conseil. Nous avons trouvé une formule hier. Nous avons reconduit les sanctions à l'égard de la Russie. Il n'y a pas eu de blocage. Nous avons trouvé un accord sur l'immigration. Nous avons trouvé un accord sur la zone euro. Et donc, il y a parfois du bruit. Il y a parfois du bruit. Mais il y a parfois du bruit. Et donc, il y a parfois du bruit. Mais 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 il
Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un président du Conseil qui prend ses responsabilités et qui s'inscrit dans l'histoire du peuple italien, qui est une histoire européenne. Et donc, pour toutes ces raisons, je souhaite très fortement que l'Italie reste européenne. L'Europe lui doit plus de solidarité. C'est ce que nous avons apporté comme réponse lors de ce Conseil, ce que nous continuerons à faire. Et en tout cas, la France continuera à œuvrer et à travailler avec l'Italie. Catherine Nicholson, France 24 anglophone. Sur le Brexit, vous et M. Barnier, vous avez dit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour trouver un accord. Premièrement, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un accord avant le Conseil d'octobre, comme prévu, ou est-ce que ça sera repoussé? Deuxièmement, est-ce qu'il est possible, envisageable, de repousser entièrement la sortie du Royaume-Uni? Et troisièmement, sur la frontière irlandaise, est-ce que vous avez vu des propositions crédibles? Est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni est capable de faire des propositions crédibles qui pourraient marcher pour la frontière irlandaise? Je ne ferai à ce stade aucune spéculation sur la possibilité d'un accord ou pas. Je souhaite que nous puissions en trouver un. Cela dépend maintenant, non pas de nous, mais du travail que la Première ministre est en train de conduire, de l'avancée de ces discussions avec ses partenaires. Ce qui est clair, et nous l'avons réaffirmé, c'est que nous nous sommes attachés à quelques principes simples. Il n'y a pas d'accord partiel. Les 4 libertés sont inséparables. Et la juridiction européenne doit continuer à prévaloir. Et après, nous connaissons les conditions. Elles sont posées depuis le début. Et il est clair que la solidarité européenne sera entière sur le sujet de la frontière irlandaise. Nous l'avons réaffirmé, et je salue le travail du Premier ministre irlandais en cette matière, qui d'ailleurs constamment mesure bien la responsabilité européenne qui est la sienne sur ce contexte. Ce n'est pas qu'un sujet de frontière entre 2 pays, c'est un sujet qui touche aussi l'accès au marché unique européen et donc à nos relations futures. Il importe maintenant qu'il y ait une proposition claire, qui soit compatible avec nos principes et compatible avec les traités que connaît très bien la Première ministre, son gouvernement et le Royaume-Uni, puisque ce sont les traités qu'il a signés et ratifiés. Donc la sortie ne peut se faire que dans ce cadre et en respectant les principes qui sont les nôtres. Mais il y aura en tout cas la poursuite d'une solidarité, d'une cohérence à 27, le souhait que nous trouvions les bonnes solutions de part et d'autre, mais cette responsabilité est aujourd'hui de l'autre côté de la Manche. Bonjour. Sur le timing, c'est une réponse qui ne m'appartient pas. Nous nous sommes organisés pour que le timing soit respecté. Nous nous sommes aujourd'hui réunis sans nouvelle proposition britannique. C'est une réalité. Elle sera faite dans les prochains jours ou prochaines semaines. Sur cette base-là, il y aura un travail fait par notre négociateur. Et donc, en fonction du réalisme de ces propositions, de leur compatibilité avec les principes que nous avons posés dès le début et qui sont connus, nous verrons si nous pouvons avancer ou pas. Et donc, je ne peux pas être plus précis parce que je n'ai pas plus de précision sur la proposition britannique à ce stade. Bonjour monsieur, Hélène Salvin, Mediapart. Mediapart justement a révélé ce matin l'information suivante. L'ambassadeur de France en Hongrie a adressé au Quai d'Orsay et à l'Élysée une note diplomatique en date du 18 juin dans laquelle il assure que les dérives populistes du gouvernement de Viktor Orban sont une pure invention médiatique. Considérez-vous, comme il écrit, que la Hongrie, qui a construit un mur à sa frontière pour bloquer le passage des demandeurs d'asile, constitue, je cite, un modèle ayant su anticiper les problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux? Et les conclusions de cette note reflètent-elles la position des autorités françaises à l'endroit de l'exécutif hongrois? Et si ce n'était pas le cas, quelle suite comptez-vous donner à ce télégramme rédigé par le fonctionnaire qui représente précisément l'État français en Hongrie? En rien, je ne partage les propos que vous venez de rapporter et que vous avez révélés. En rien. Mes prises de position publiques, les combats que je mène autour de la table du Conseil, encore durant toute la nuit, sont en la matière cohérents. Et ce ne sont pas simplement des propos, ce sont des combats du quotidien. Et d'ailleurs, ces solutions dont il est question et qui sont ici défendues, ce sont celles que d'autres, sur la scène politique française, peuvent parfois défendre et que je combats. Nous ne relèverons aucun des défis qui sont les nôtres en faisant bégayer l'histoire. Aucun. Et il n'y a aucune réponse aux défis que nous connaissons qui sera simplement nationaliste. Ça n'existe pas. Mais pour une raison simple, parce que nous ne sommes pas des îles.
Nous avons destin lié. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont pays d'arrivée, ils peuvent avoir une réponse nationale, la belle affaire. Mais nous leur opposerons la même chose sur la solidarité financière. On leur renverra encore plus rapidement les migrants qui se sont égayés à travers l'Europe et qui ont été enregistrés la première fois dans leur pays. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont un pays de mouvements dits secondaires comme la Hongrie, peuvent être totalement nationalistes, se trompent de la même façon. Parce qu'à ce moment-là, tous les pays d'arrivée arrêteront d'enregistrer et laisseront passer les migrants vers eux. Et donc vous voyez bien que le jeu non coopératif et nationaliste, non seulement n'est pas digne de ce qui a fait l'Europe. Notre Europe est née des errements des derniers conflits mondiaux. Mais il est en plus profondément inefficace compte tenu de la réalité de ces phénomènes migratoires. Et il nous fait perdre du temps compte tenu du fait que nous aurons à vivre avec ces défis dans la durée. Donc je désapprouve en tout point les citations que vous venez de faire, en tout point. Elles ne correspondent absolument en rien à la position française, elles ne correspondent en rien à tous les combats que j'ai menés dans ma vie politique, dans les défis électoraux qui ont été les miens et dans l'action que je mène depuis le début de ce mandat. Il s'agit maintenant d'une note dont la nature est confidentielle et ce n'est pas l'expression de la position officielle française. Cet ambassadeur aurait-il tenu publiquement ses propos, il aurait été révoqué sur le champ. Cette note est confidentielle, elle est destinée à ses autorités hiérarchiques. Elle n'a pas vocation à être dans la presse, vous la révélez. Est-ce qu'il appartient à l'autorité de révoquer un ambassadeur parce qu'il dit ce qu'il pense? Je ne le crois pas. Ou alors nous créerions un délit d'opinion au sein de la fonction publique. Et donc je distingue le statut des paroles. Si cette parole est publique, et si la preuve m'est donnée qu'elle a été tenue publiquement, une décision sera claire et sera prise. Cet ambassadeur sera révoqué. Si cette parole est une expression d'une conviction personnelle dans le cadre d'une note confidentielle, le statut est différent. Je sais votre attachement aussi à la liberté de conscience et à la libre expression, et je n'ai pas envie de museler les fonctionnaires lorsqu'ils font des notes confidentielles qui expriment leur opinion à leur autorité, quand bien même je ne la partage en aucun point. Bonjour Monsieur le Président, Anne-Sylvaine Chassani pour l'EFT. Une question Eurozone. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu de ne pas avoir une seule mention du budget d'un budget de l'Eurozone dans les conclusions? La référence est très très vague et même pas une référence à Meseberg. Est-ce que c'est pas un peu un enterrement de première classe? Alors en rien. D'abord parce que ce budget... Reprenons où nous étions il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tout le monde disait « Jamais vous n'aurez un accord, ne serait-ce qu'avec les Allemands, sur un budget de la zone euro. Jamais. » Il y a 6 mois, vous me posiez la même question en disant « Vous êtes gentil avec vos propositions de la Sorbonne, mais jamais vous n'arriverez à faire bouger les choses. » Nous avons eu, il y a quelques jours, un accord franco-allemand explicite, clair, qui non seulement pose un budget de la zone euro, en définit justement les fonctions, et qui vont bien au-delà de ce qui avait pu être agréé jusqu'alors, et donne une ambition avec un cadre européen. Le texte qui a été agréé ce matin vise explicitement l'accord franco-allemand, vise explicitement la lettre écrite par le président Centeno qui parle de ce budget de la zone euro. Je ne suis en rien un fétichiste, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de quelque instrument que ce soit lors de ce débat. Et à dessein, j'ai moi-même fait un long exposé à la suite de Mario Draghi pour dire que cette séance ne pouvait en aucun cas être une séance d'écriture. Sur la base de l'accord franco-allemand, nous avons exposé les termes de cet accord et ce que nous proposions. Et nous allons maintenant travailler au niveau des ministres de l'économie et des finances, des chefs d'État et de gouvernement, pour construire sur cette base un accord européen et un accord en particulier à 19. C'est la bonne méthode. Vous savez, je ne crois pas à la vérité révélée. On voit comment les choses avancent. Mais je veux que nous puissions avancer par temps calme. Notre Europe sait construire des positions en dernière minute, au bord du précipice. Nous l'avons encore fait là, sur les migrations, lorsqu'il y a des crises. Mais nous ne tardons que trop, lorsque les choses sont calmes, à construire dans la durée. C'est ce qu'ont fait nos pères fondateurs. Et donc c'est l'ambition que je porte pour la zone euro. C'est pourquoi, pour moi, les 6 prochains mois, comme je l'ai d'ailleurs toujours annoncé, seront ceux qui permettront maintenant, au niveau des 19 et des 28, de construire un accord plus large. C'est ce que nous allons faire. Mais nous avons eu ce matin une bonne discussion. Elle a permis de montrer les points de convergence. Il y en a eu beaucoup sur le diagnostic. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons besoin d'une fonction qui vienne stabiliser,
d'une fonction qui permette plus de convergence, une fonction qui permette d'investir dans la compétitivité. Et nous allons rentrer dans les débats techniques et les débats de gouvernance. C'est comme ça et c'est en bon ordre. Mais je sais le goût du drame que l'on peut avoir lorsqu'on couvre ces sommets qui peuvent paraître un peu longs. Mais les grandes choses se construisent autrement que par des drames, par des engagements de durée. Il faut parfois des drames lorsque les situations sont difficiles. Mais moi, je crois aussi qu'on peut construire dans la durée des choses positives en levant tous les malentendus et en partageant une vision commune. Vous savez, notre Europe, elle ne pourra avancer que si on arrive à rebâtir sur des visions communes. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, chez certains, c'est qu'ils sont en train de diverger sur la vision. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été clair. Moi, je ne lâcherai rien sur la vision, les principes que nous portons. Que ce soit nos valeurs, que ce soit la protection de nos concitoyens, ou que ce soit l'ambition que nous devons porter pour une Europe plus souveraine, plus unie et plus démocratique. Et après, nous trouvons toujours les compromis techniques. Donc voilà, c'était une étape, elle était importante et elle a été passée, puisque nous avons pu exposer l'accord franco-allemand, viser explicitement celui-ci et surtout acter d'un agenda de travail conjoint. Monsieur le Président, Mark Fry de Channel 4 News de l'Angleterre, si je peux poser cette question en anglais, s'il vous plaît, si vous me permettez. Two quick questions. Apparently you spent just a few minutes last night talking about Brexit and hours talking about migration. Is that a good sign or a bad sign? And secondly, we've done an interview today with Foreign Minister Lavrov of Russia, who said that despite the fact that it's leaving the EU, it is Britain that is driving a very aggressive foreign policy of Europe towards Russia. What's your response? Deux choses. D'abord, hier soir, nous n'avions pas de discussion sur le Brexit. Il y a eu une présentation, comme prévu, par la Première ministre Theresa May, de ces points d'avancée. Et compte tenu de l'agenda choisi par elle-même, elle n'a pas pu exposer et détailler un accord. C'est ce matin, à 27, conformément à la procédure agréée, que nous avons eu une discussion sur la base du compte-rendu de Michel Barnier. Donc je ne veux pas qu'il y ait de malentendu sur les formats et la procédure. C'est celle que nous avons décidée et elle est conforme. Il n'y avait pas de discussion hier. Ensuite, sur les propos que vous rapportez, je crois que ce serait erroné de dire cela. L'Union européenne n'a pas une politique agressive vis-à-vis de la Russie. Elle a même le souhait de construire une stratégie avec tout son voisinage dans la durée. J'ai d'ailleurs moi-même porté cette ambition à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Néanmoins, nous ne pouvons faire fi de ce qui est advenu, des sujets de sécurité collective, de ce qui s'est passé en Ukraine et qui n'est toujours pas résolu, des engagements que nous avons nous-mêmes pris dans le cadre des accords de Minsk et qui doivent être respectés de part et d'autre. Il serait donc irresponsable et incohérent de notre part de considérer que le temps aidant, la situation n'évoluant pas, nous oublierions tout à la fois nos principes et la défense de l'intérêt de certains de nos pays membres. Je pense en particulier aux États baltes et à quelques autres. C'est ça le moteur de la politique de l'Union européenne à l'égard de la Russie et rien d'autre. C'est une politique qui est assumée collectivement, qui n'est pas le fait de la pression de tel ou tel État membre et qui est cohérente avec nos principes. Mon souhait est que nous puissions normaliser ce point et donc que la Russie et l'Ukraine trouvent le chemin du respect des accords de Minsk. Je le souhaite vivement. Je vais prendre une dernière question. Mr. President, I'm Szabolcs Vörös from Hungary. Just as you said, you had a meeting with the Visegrad countries before the summit, and I wonder what were your arguments with which you plan to convince them. And according to your understanding with this migration agreement, do you think that these countries have made some concessions? Because the Hungarian Prime Minister already portrayed himself as a winner of a battle. Thank you. Écoutez, je crois que je l'ai dit lorsque j'ai fait la première conférence de presse de mon mandat. Moi, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que la France a gagné. C'est l'Union européenne qui a gagné un peu ou qui a évité de perdre. Et après, on a toujours ce spectacle ridicule de tous les chefs d'État et de gouvernement qui portaient des visions contraires et qui vont voir leur presse et qui vont dire « on a gagné ». Non. On a pu avancer parce qu'on a tous fait un peu de concessions. Il se trouve que sur ce point, sur le sujet des migrations, la France a un vrai défi. Nous sommes en train de le régler, nous passons des lois, nous sommes en train d'agir.
pour respecter les principes que j'évoquais. Je ne reviendrai pas sur ce point plus national. Mais nous avons été le facilitateur de positions qui étaient au début irréconciliables entre une crise politique italienne, une crise politique allemande et une tension forte venant des pays du Visegrad. Et donc tout le monde a un peu fait mouvement. Tout le monde a un peu bougé. Et je remercie d'ailleurs les pays du Visegrad qui ont accepté de faire mouvement, d'accepter un peu plus de solidarité à travers ces centres contrôlés. Ça n'était pas évident, ça a été de longues discussions pour une bonne partie de la nuit, mais ils ont accepté. Et d'autres ont accepté qu'on ne revoie pas tout de suite les principes de solidarité avec des mécanismes de quotas immédiats. Donc voilà, chacun a trouvé des compromis pour pouvoir agir ensemble. Et j'ai hier, avant notre réunion, exposé avec beaucoup de détails le compromis franco-italien que nous avions bâti pour voir quel était le chemin de passage avec les pays du Visegrad. Et donc j'ai cherché, après avoir essayé de convaincre nos partenaires italiens d'un accord possible, à convaincre nos partenaires du Visegrad des concessions qu'il fallait faire. Et je veux les en remercier parce qu'ils ont fait des concessions importantes pour trouver un accord. Et je pense que cet accord, d'une part, évite le fantasme mortifère des solutions nationalistes et nous permet d'avancer et d'agir dans le réel. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose et une bonne démarche. Et puis nous avons aussi parlé d'autres sujets parce que nous avons su trouver avec certains pays du groupe du Visegrad des accords il y a plusieurs mois. Je pense aux travailleurs détachés. Il y a un an, tous les pays membres du groupe de Visegrad étaient contre toute réforme. Parce que nous avons travaillé, été responsables, on en a convaincu quelques-uns. C'est comme ça qu'on a réussi à obtenir cette réforme que tout le monde nous disait impossible. Nous continuons à travailler aussi ensemble sur les autres réformes sectorielles en Europe où on doit trouver des accords. C'est ça l'Europe. C'est ça. C'est réussir à certains moments à s'élever au-dessus des intérêts strictement nationaux pour trouver la voie d'un intérêt général, d'un intérêt commun. Si on ne le fait pas, d'une part, nous nous mettons en situation de perdre du temps et de moins bien régler ces grands défis. Sujet des migrations, aucun pays ne le réglera seul. Aucun pays. Ou de démanteler dans la durée l'Europe. Vous savez, les pays qui disent « moi je gère la migration tout seul », mais qui à côté disent « j'ai besoin de l'Europe pour avoir les fonds structurels, j'ai besoin de l'Europe pour me protéger en matière commerciale ou ceci ou cela », ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps, parce qu'à un moment donné, les autres pays européens diront « vous êtes bien gentils, mais enfin, nous ne sommes pas qu'un carnet de chèques ». Donc nous devons collectivement être responsables. Ça veut dire que nous devons collectivement comprendre que l'Europe, c'est une aventure unique qui s'est bâtie parce que nous ne voulions plus la guerre, qui suppose l'exigence de certains principes et une solidarité responsable à chaque instant. Et c'est ce que nous avons su trouver. Donc pour moi, il n'y a pas de vainqueur à ce Conseil, si ce n'est l'idée européenne et la capacité collective que nous voulons à mieux protéger tout à la fois nos concitoyens et nos valeurs. Voilà. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon retour, soit à Bruxelles pour ceux qui y sont, soit dans vos pays. Et nous continuons. Voilà, vous venez de suivre en direct cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, donc à l'issue de ce sommet européen de Bruxelles. Emmanuel Macron qui a salué un pas significatif en avant suite à cet accord des 28 pays européens sur la politique migratoire européenne, qui a appelé aussi l'Europe à rester fidèle à ses valeurs, dont le droit d'asile.